Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse du gouvernement qui est une tribune d'échange entre les hommes des médias et les membres du gouvernement et qui entre dans le cadre de l'exercice de redevabilité de l'exécutif. Et nous disons merci aux journalistes pour leur disponibilité. Aujourd'hui, les échanges porteront essentiellement sur la commémoration du 11 décembre 2019 à Tinkodogo, dans la région du Centre-Est, et sur le dialogue politique au Burkina Faso. À cet effet, nous recevons M. Siméon Savadogo, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Enfin, M. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, échangera avec vous sur les questions d'actualité nationale. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, vous avez la parole pour votre mot introductif. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, et de la cohésion sociale, Mesdames et Messieurs, chers confrères, je voudrais vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse du gouvernement qui traduit un peu votre intérêt pour les activités gouvernementales, mais également votre sacerdoce, celui d'informer les populations. En attendant de revenir donc sur les questions d'actualité, je voudrais partager avec vous quelques informations du gouvernement qui pourraient impacter sur le devenir de nos populations. Je voudrais commencer par l'inauguration samedi 30 novembre 2019 sous le très haut patronage de son Excellence le Président du Faso, M. Roch-Marc Christian Kaboré, du barrage de Samandeni. C'est un projet important en termes d'impact au niveau économique, au niveau de la création d'emplois. C'est également un des engagements de son Excellence de finaliser ce projet qui était pour beaucoup devenu un serpent de mer. Les images que nous avons de cette œuvre-là montrent effectivement tout le potentiel de développement économique qui est lié à cet ouvrage. Nous avons également deux éléments importants dans d'autres régions. Au niveau du plateau central, nous avons donc le 2 décembre prochain l'inauguration du CHR de Zignaré. C'est un moment important parce que c'est également en termes de qualité des soins et de rapprochement des populations aux soins un fait marqueur important pour nos populations. Dans le même sillage, nous aurons donc le lancement des travaux du CHR de Manga qui correspond également à la mise en œuvre des engagements de son Excellence, notamment en ce qui concerne la question de la santé. Nous allons célébrer le 5 décembre à Tinkodogo les journées internationales des volontaires du développement économique et social, à ne pas confondre avec les volontaires donc, pour la défense nationale qui est issue du propos du chef de l'État. Je voudrais terminer donc par la question sécuritaire, c'est vrai. Vous savez bien sûr que nos troupes sont engagées continuellement sur ce front-là et que malheureusement nous avons de temps en temps quelques pertes. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a quand même un gros effort qui est fait et les résultats sont de plus en plus probants. Nous avions, à l'entame donc de cette conférence, envie de vous rappeler votre responsabilité collective dans cette situation, mais également rappeler un peu les consignes de son Excellence le ministre en charge de la sécurité, présent ici il y a 2 semaines de cela, qui appelait chacun d'entre nous à être un peu les éléments de veille. Je voulais terminer donc par les publications que nous avons sur les réseaux sociaux, qui sont importantes, c'est vrai, qui participent à un autre canal d'information sur lequel je voulais quand même interpeller les acteurs. Je l'ai déjà fait hier à la sortie du Conseil des ministres. Je pense qu'il est important aussi que nous ayons ce regard-là.
Je rappelle qu'il y a un organe de presse que je vais citer, qui s'appelle waga24.com, qui a parlé d'un génocide à l'Est. Je crois qu'il faut que nous fassions très attention aux terminologies que nous utilisons. Notre travail de journaliste, c'est de confronter les faits, de les diffuser, sans tenir compte de l'état d'âme du membre du gouvernement que je suis, sans tenir compte de l'état d'âme d'une communauté quelle qu'elle soit, en gardant à l'esprit notre responsabilité sociale. Mais avoir ces terminologies-là peut prêter à confusion, parce que chaque fois que l'on emploie un terme, je me pose des questions, est-ce qu'on a conscience de ce qu'il s'agit? Dans l'histoire de notre humanité, il n'y a pas beaucoup de génocides. Il y a le génocide arménien sur lequel les acteurs discutent. Il y a le génocide juif pratiqué donc par le Reich allemand. Il y a le génocide Tutsi que tout le monde a connu il y a quelques années de cela au Rwanda, connu comme tel. Mais dire que les affrontements qui peuvent avoir eu parfois une communauté touchée plus qu'une autre sont un génocide, je pense que nous devons faire attention aux terminologies que nous utilisons. Je le dis en tant que ministre de la Communication, parce que nous n'avons pas envie de rentrer dans une guéguerre avec la presse. Elle est importante en termes de régulation de notre gouvernance, économique comme politique. Elle est importante par les moments que nous avons en termes de communication à l'endroit des populations, mais nous devons aussi garder véritablement la mesure des choses. Plus la critique est juste, même si elle fait mal, plus les résultats que l'on obtient sont importants. Mais de là à stigmatiser l'ensemble du travail des forces de défense et de sécurité ou l'ensemble d'une communauté contre une autre, il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir. Donc je voudrais vous demander une fois encore de rester cet élément de vigie important pour notre démocratie, mais dans ce cadre-là ici de construire, comme je l'ai souhaité lors des UACO, une image vraie, une image juste de ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais donc sur ce point inviter le ministre d'État à sa déclaration liminaire et ensuite donc il répondra à vos questions. Excellence. Merci bien, cher ami, monsieur le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement. Et vous féliciter pour ce que vous faites pour apporter l'information, vous et l'ensemble des journalistes qui sont ici. Et je vous dis bonjour et je vous encourage à continuer comme tel, comme lui-même l'a dit. Alors, je suis chargé de vous entretenir ce matin sur des éléments essentiels. Il s'agit donc de l'organisation du 11 décembre 2019 à Tinkorogo et également de revenir sur le dialogue politique qui s'est tenu il n'y a pas longtemps. Alors, sur le premier point, vous le savez très bien, nous sommes à notre avant-dernière tournée sur l'organisation du 11 décembre dans les régions. Nous sommes actuellement à Tinkorogo en 2019. En 2020, nous allons à Banfora. Et en 2021, nous sommes à Ziaré pour la boucle au niveau donc des régions, donc l'organisation du 11 décembre dans les régions. En ce qui concerne cette année, donc à Tinkorogo, c'est pratiquement la même chose, à quelques différences près. Nous sommes à quelques jours du 11 décembre. Le comité national d'organisation est en train de s'activer pour accueillir les défilants qui seront au nombre de 4500, pour ne pas dire 5000, donc comme chaque année. Et ça sera donc un défilé civil et militaire comme chaque année, et avec certainement une connotation de sobriété, selon les recommandations du président du Faso, qui souhaite que nous célébrions donc ce 11 décembre, donc que ça soit haut en couleur, mais de façon sobre, compte tenu donc de ce que nous vivons comme situation. Nous avons nos enfants qui se battent jour et nuit pour la préservation de l'intégrité territoriale. Nous avons malheureusement des pertes en vie humaine. Et nous avons également des populations qui sont déplacées, traumatisées, assassinées, etc. Donc, dans un tel contexte, le président a voulu que nous ayons donc un 11 décembre haut en couleur, mais de façon sobre, donc pour respecter donc cette situation et également appeler les Burkinabés à la cohésion. Alors, le thème cette année est le suivant, parce que vous vous rappelez, nous sommes en train de célébrer également le centenaire de la création donc, de la Haute-Volta aujourd'hui Burkina Faso. Et donc, le 11 décembre ne peut pas déroger de cela. C'est pourquoi le thème est important. Le thème est le suivant, 100 ans donc, de la création du Burkina Faso, devoir de mémoire et engagement patriotique
en vue de la consolidation de l'État-nation. Donc c'est autour de ce grand thème-là que nous allons organiser donc le 11 décembre. Il y a eu déjà des conférences, des panels dans les 3 provinces du Kouritenga, Kulpilgo et Boulgour pour ce qui concerne donc les thèmes et les sous-thèmes. Et nous avons fini tout avec le Premier ministre. Alors, spécialement, les gens de la zone, donc de la région du centre-est, nous ont dit qu'ils veulent faire un 11 décembre inégalé et inégalable, c'est le slogan. Nous pensons que nous sommes dans cette démarche-là. Les réalisations qui sont prévues sont les mêmes. Nous avons des infrastructures routières qui sont en train d'être construites. Et certainement un grand kilométrage dans la ville de Tenkorogo, mais nous avons également des kilométrages dans la ville de Koupela et dans la ville de Ouarglaï. Nous avons des réalisations de construction de logements sociaux à Ouarglaï, à Koupela et dans la ville de Tenkorogo. Nous sommes pratiquement à 95% des réalisations dans la ville de Tenkorogo. Ça, c'est le logement social. Mais nous avons également la spécificité de Tenkorogo, c'est que les forces vives se sont organisées pour investir. Vous savez, il y a un grand nombre de la diaspora qui se trouvent à l'extérieur et qui ont beaucoup contribué donc, en construisant des maisons là-bas. Je disais à quelqu'un, si vous avez l'occasion de passer, vous allez le voir à Tenkorogo, on dirait qu'on est à Houston, parce que les bâtiments qui sont en train d'être construits là-bas, les réalisations sont des réalisations de factures. Non seulement au niveau de la beauté, c'est beau, mais également certainement des niveaux assez remarquables. Il y a d'autres activités, par exemple l'auberge, donc la Caisse nationale de sécurité sociale construite pour nous, c'est avancé, on est environ à 40%. Nous avons une université qui sera construite donc avec le concours de la LUNABE à niveau, ça ils ont démarré, mais c'est dans le cadre du 11 décembre également. Nous avons Maison des Jeunes à Tenkorogo, à Garango que nous allons faire. Nous avons 2 CSPS qui vont être construites à Kulpilgo. Nous avons donc les logements sociaux, sans oublier pratiquement, on a prévu au départ 34 ou 35 km à l'intérieur de la ville de Tenkorogo, mais ça va évoluer parce que chaque année nous le faisons comme ça, mais ça évolue. Finalement, pour l'ensemble de la région du centre-est, nous pensons que nous serons au-delà environ 30 milliards d'investissements globalement. Aussi bien l'État, donc ces structures para-étatiques comme la LONABE, la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ONATEL, et puis un certain nombre d'activités qui sont... Il y a également le MENA qui fait un grand travail, qui va également faire des constructions. Donc on peut dire qu'on est en train d'avancer. À ce jour, les activités, le chronogramme est déjà connu, officiel est déjà connu. Et nous pensons que nous allons éditer ça, vous pouvez l'avoir. Le 3 déjà, le Premier ministre va aller inaugurer les réalisations. Donc le 6, il y aura les décorations au niveau national au palais de Kosiam. Et ensuite, nous avons le 7 un certain nombre d'activités, l'inauguration de la foire. Il y a également la première dame qui fait des activités sur, contre les mutilations génitales féminines et bien d'autres éléments. Et il y a également la finale de la Coupe qui aura lieu donc le 10, je crois, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec un Sopara et bien d'autres activités. Vous aurez donc à le voir. Et finalement, le 11, il y a le défilé officiel qui va avoir lieu. Donc, à notre sens, ça se passe très bien. Nous pensons que nous serons prêts pour accueillir donc l'ensemble de ceux qui peuvent venir et qui veulent bien venir à Tenkorogo pour la fête nationale. Alors, le deuxième point, c'est sur le dialogue politique. Le dialogue politique, j'avoue que ça a été pour moi un moment intense de communion avec l'opposition et la majorité. Parce que c'est la première fois dans ce pays-là que le président du Faso met l'opposition politique et la majorité présidentielle donc face à un certain nombre de dossiers assez importants pour le Burkina Faso. Il les a invités à mener le dialogue politique sur 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est le code électoral et les élections de 2020. Ça a été un très grand dossier et nous avons échangé autour
donc de la relecture du Code général des collectivités à minima, étant entendu que nous allons relire le Code électoral après l'adoption de la nouvelle Constitution. Nous avons arrêté le calendrier électoral qui prévoit donc les élections présidentielles et législatives en 2020 et les élections locales en 2021. Étant entendu que l'adoption de la nouvelle Constitution, le dialogue politique a recommandé à ce qu'on laisse ça donc à la haute attention, à la très haute attention du président du FASO, qui pourra donc en délibérer et puis donc nous instruire. Voilà, donc sur cet élément, il y a bien le vote des Burkinabés de l'étranger, on en a parlé. Il fallait effectivement acter ça dans le code électoral, créer les démembrements de la CENI et voir comment on peut... Nous avons également l'élection des présidents des collectivités territoriales au suffrage universel direct. Pour le moment, c'est indirect, mais le dialogue politique a recommandé que nous puissions revoir ça donc après les élections de 2020. Nous avons la CENI elle-même, sa refonte, et comment il faut voir comment on peut améliorer donc, le rendement de la CENI. Mais ça, on a également demandé à ce qu'on aille après, on voit cela après 2020. Nous avons la question, la loi portant quota genre, bon, qui est également un élément de préoccupation donc, de l'opposition de la majorité. Sur l'ensemble de ces éléments, les départements ministériels ont été instruits par le président du FASO et le Premier ministre pour que chacun dans son domaine opérationnalise et réalise les recommandations qui sont issues donc, de ce dialogue politique, notamment sur ce premier point. Alors, le deuxième point, c'est sur la situation nationale donc, de ce dialogue politique. Donc, et sur la situation nationale, évidemment, c'est la situation sécuritaire. Et donc, les deux parties ont pris acte donc, de la situation difficile, plan sécuritaire où on se trouve, et ils ont fait des recommandations. Il y a également la question de l'unité nationale qui a fait l'objet donc de discussions. Et nous avons la question importante de la réconciliation nationale. Voilà. Donc, comment on peut faire pour que tous les Burkinabés donc, soient réconciliés. Nous avons la question donc, de l'autorité de l'État, la question donc, de la cohésion sociale et du civisme. Toutes ces questions ont été évoquées. Il a également été appelé par le dialogue politique à ce qu'il y ait un dialogue social. Ce dialogue social, c'est entre les travailleurs. Et donc, comment faire en sorte que nous puissions obtenir qu'il y ait une même convergence de vues pour le développement de ce pays-là. Donc, et comment on peut obtenir un service public efficace donc, au profit du contribuable burkinabé. Bon, toutes ces questions ont été évoquées, la relance économique et la gouvernance économique, et enfin la question du foncier. Voilà donc sur ce deuxième grand point du dialogue politique, les questions qui ont été évoquées. Et enfin, à la fin, ils ont fait 3 grandes recommandations. Un premier élément, ils ont fait un appel important de Ouagadougou, donc l'appel du dialogue politique, qui a appelé tous les Burkinabés, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'ils puissent contribuer au développement de ce pays-là, donc, et qu'il y ait également donc, un esprit patriotique. Donc, c'est également une recommandation sur l'indemnisation de ceux qui ont été victimes donc, de violences politiques, etc. Donc ça aussi, cet appel, cette recommandation a été faite. Et ils ont pris une résolution pour dire que tous les Burkinabés doivent s'unir et autour donc, de ce pays qu'est le Burkina Faso dans cette situation sécuritaire que nous connaissons. Les divergences et les points de vue divers ne peuvent pas empêcher que chacun ait un comportement patriotique donc devant la situation difficile que traverse la nation. Voilà ce que je peux résumer rapidement donc, sur les 2 aspects, le 11 décembre et le dialogue politique. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Nous allons à présent donner la parole aux journalistes pour qu'ils puissent poser leurs questions. Moi, je m'appelle Nana Michel, journal Le Pays. Par rapport au dialogue politique, il vous a fait la remarque qu'il y a des partis qui n'ont pas été pris en compte, notamment les partis qui ne sont pas du CEFOP et qui ne sont pas de la majorité. Alors, que répondez-vous à cette critique-là? Deuxième élément, est-ce qu'il y a un agenda, un calendrier pour mettre en œuvre les recommandations issues de ce dialogue politique? Troisième élément,
au regard des passes d'armes entre l'opposition et la majorité actuellement, est-ce que finalement ce dialogue politique-là, ce n'est pas un jeu de dupes? Et pour terminer, vous êtes ministre de l'administration territoriale et actuellement il y a notamment la France qui a coloré notre pays avec du rouge vif. Alors, vous, en tant que ministre de l'administration territoriale, quel commentaire faites-vous sur cet acte-là? Je suis Jordan Meda, journaliste à Info Wakat. Moi, ma question est relative au 11 décembre dernier à Manga. J'aimerais savoir aujourd'hui où en sont les travaux de finition des infrastructures de Manga, en fait. Merci. Bernabe Gansore, WattFM. Ma question est relative à la suspension du président au parti FPR. On a vu que l'opposition a fait une déclaration et a demandé à ce que la décision soit revue. Est-ce que le ministre en charge de l'administration territoriale va revenir sur la décision? Et récemment, le président du FPR a été annoncé pour animer le point de presse de l'opposition, mais qui n'a pas pu se présenter. Est-ce qu'il y a-t-il eu une pression de la part des autorités? Autre question est que l'opposition rejette toute idée de report des élections. Est-ce que le ministre en charge de l'administration territoriale peut se prononcer sur cette question? Bouraïma Saodogo, aujourd'hui au Faso. Moi, ma question concerne la célébration du 11 décembre. Bon, monsieur le ministre a parlé à la fois d'une célébration sobre et d'une célébration riche en couleurs. Bon, moi, je vois un paradoxe. Je veux que monsieur le ministre revienne sur cette célébration. Comment peut-on avoir à la fois une célébration sobre et une célébration riche en couleurs? Merci. Je me nomme Janvier Saoudro, je suis journaliste à la radio rurale. Moi, j'ai une question concernant l'organisation tournante du 11 décembre. De plus en plus, les populations des autres provinces où se tiennent les festivités du 11 décembre se plaignent de la non prise en compte de leur chef-lieu de province. De Kaya, Boulsa s'est plaint, Kongoussi s'est plaint. À Manga aussi, Yapo aussi qui a beaucoup parlé. Est-ce qu'au niveau du centre-est, la question revient? Est-ce que le Koulpelgo, qui n'a pas un seul goudron là, est-ce que la soixantaine de kilomètres là a été considérée? Est-ce que Koupela a eu des réalisations à la hauteur de leurs attentes? Je suis Béon Romé Nébier, journaliste à Sidoya. Ma question porte sur le code électoral. Et tout à l'heure, le ministre d'État disait qu'il y aura une relecture à minima. Je voudrais savoir à quoi va porter exactement la relecture, puisqu'on sait que les points d'achoppement, c'était les documents de votation et la définition des circonscriptions électorales. Est-ce que la lecture va prendre en compte ces préoccupations-là? Je réponds au nom de Yacouba Belem, Radio Liberté. Bon, j'ai deux questions. Ma première question est en lien avec le dialogue politique. Bon, quelqu'un, c'est vrai, un confrère est déjà revenu là-dessus, mais je tiens à insister là-dessus parce que c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur. Donc, on avait cru qu'à travers ce dialogue politique-là, il allait y avoir en fait un consensus entre les différentes parties, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. Mais au sortir de ce dialogue politique, on voit que les gens s'attaquent par médias interposés, par conférences de presse interposées. Est-ce que cette situation est de nature à concilier, à rassembler les Burkinabés? Parce qu'au cours de ce dialogue politique, l'unité nationale, la réconciliation nationale ont été des éléments évoqués. Est-ce qu'au regard de l'ambiance dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, est-ce que les acteurs ne sont pas en train de mettre en pratique le concept selon lequel les bouches réclament la paix et les actes préparent la guerre? Ça, c'est la première question. La deuxième question est en lien avec la situation sécuritaire.
Et sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus les gens parler d'accords militaires entre la France, signés entre la France et le Burkina Faso. Et même l'ambassadeur français a affirmé que l'accord a été signé en 2015 et l'accord a été renouvelé récemment entre les deux parties. Est-ce qu'il y a la possibilité au niveau du gouvernement, en tant que les autorités qui représentent les populations, de mettre le contenu de cet accord-là à la connaissance des populations pour qu'elles sachent à quoi s'en tenir? En ce qui concerne le dialogue politique, les agendas, bon, non. Il y a même l'opposition entre l'opposition politique, ce qu'ils ont signé au niveau du dialogue politique et ce qu'ils disent. Bon, la question est revenue maintes fois. Je voudrais dire que ce dialogue n'a pas été un dialogue exclusif. Il s'agissait lors de l'appel du président du Faso à ce dialogue politique, quand il a adressé les correspondances à l'opposition et à la majorité présidentielle, de simplement prendre acte des dispositions de la charte portant parti politique. C'est ça. La charte dit que, conformément à la Constitution, qui dit que les partis politiques donc, contribuent à l'animation de la vie politique. C'est ça ce que la Constitution dit. Mais il a également dit que les partis politiques sont organisés. Et à travers la charte, ils sont organisés. Il y a leur fonctionnement, les attributions, etc. Et la charte dit qu'il y a une opposition et une majorité. L'opposition est organisée autour de ce qu'on appelle le chef de file de l'opposition. Et la majorité, donc, est organisée sur certainement. On cherche même à voir comment on peut améliorer cette organisation de la majorité. Donc, quand vous appelez les partis politiques, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre-là. C'est-à-dire que le président du Faso ne peut pas sortir de ce cadre-là pour aller chercher donc d'autres partis politiques. Bon, nous comprenons qu'il y ait des partis politiques dans la pratique qui ne sont pas membres du chef de file de l'opposition. Ça, c'est leur choix. Mais la Constitution et les textes réglementaires, plutôt les textes légaux et réglementaires, disent que donc, tout parti politique peut s'affilier donc, au chef de file de l'opposition. Et à ce moment-là, objectivement, donc, le président de Faso ne pouvait que faire appel au chef de file de l'opposition. Donc, il s'agit là d'un dialogue politique. Donc, la question politique est organisée majorité-opposition. Bon, donc, il s'agissait donc pour les uns et les autres de comprendre qu'il aurait fallu donc, certainement se trouver dans l'une ou l'autre partie. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres partis n'ont pas de rapport avec le gouvernement. Hein. Donc, il y a des partis politiques qui ne sont pas chefs de file de l'opposition qui échangent avec tel ou tel ministre sur des dossiers. L'agenda pour la mise en œuvre, c'est normal. Il y a un agenda clair. Parce que le président du Faso nous a encore appelé, puisqu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place avec les deux co-présidents que constituent donc le chef de file de l'opposition et le représentant de la majorité présidentielle pour suivre la mise en œuvre de l'ensemble de ces recommandations ou résolutions qui ont été arrêtées lors de ce dialogue politique. Nous nous sommes réunis déjà une ou deux fois. Nous allons encore nous réunir pour pouvoir la mise en œuvre donc, de ces recommandations et puis voir le suivi. Par ailleurs, le président du Faso a instruit chaque ministre donc, de mettre en œuvre donc, les recommandations et les propositions qui ont été faites du domaine de leur département ministériel. Alors, la carte du Burkina Faso, j'avoue que je voulais laisser ça à mon ami Yangenou parce qu'il en a tellement parlé. Mais il a même dit, vous voulez que l'ambassadeur des États-Unis a des obligations en tant que représentant donc, des États-Unis vis-à-vis de ses compatriotes. L'en est de même pour la France. Donc, ils ne font que leur boulot. D'ailleurs, même hier, il a fait sortir une publication pour dire que le peuple américain est solidaire du peuple burkinabé dans son combat. Et qu'en prenant donc la décision difficile, en ce qui concerne donc la carte, il en est de même certainement pour la France. Donc, il remplissait sa mission d'ambassadeur, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un abandon donc, du peuple burkinabé. Je pense que c'est assez explicite pour ceux qui veulent comprendre. Manga, finition, moi je pense que c'est normal, on nous a toujours parlé de ça. Mais le 11 décembre ne finit jamais en même temps, ce n'est pas possible. Nous avons fini à Kaya, nous sommes en train encore de construire à Kaya. Nous avons fini à Gawa, nous sommes en train encore de continuer à finir à Gawa.
Nous avons également à Manga, nous sommes en train de finir à Manga, il en sera ainsi, parce que les gens ont des délais contractuels. Et les délais ne suivent pas souvent avec le temps de la célébration du 11 décembre. Remarquez par exemple que pour la construction de l'université à Tenkodogo, mais ce n'est pas quelque chose, c'est à niveau, ça ne peut pas finir en un an comme ça. Donc ils vont commencer petit à petit, c'est une activité dans le cadre du 11 décembre, mais ils vont finir certainement en 2020 ou peut-être en 2021. Mais c'est toujours comme ça. Voilà, maintenant, ce que vous voulez dire, c'est la qualité des ouvrages. Nous avons été interpellés là-dessus et nous sommes en train donc de voir si on peut toujours améliorer donc, la qualité des ouvrages. Bon, la suspension du parti FPR et ses activités, c'est légal. Nous avons toujours dit, il faut que votre ministre vous disait ici, il faut être responsable quand on a un pouvoir. Le pouvoir, tout justement, qui vous est donné, vous devez l'exercer dans le cadre de l'intérêt général. Et si la loi vous dit que vous pouvez créer un parti, contribuer à l'animation de la vie politique, vous devez contribuer à ce qu'il y ait une sorte de cohésion sociale, à ce qu'il y ait l'entente, une coordination entre les autres. Le fait, par exemple, d'être à l'opposition ne veut pas dire que c'est l'inimitié, non. Donc, vous devez avoir un comportement dans le sens de la sauvegarde de ce pays-là. Comme je disais, on ne vous a jamais dit d'aimer le gouvernement. Ce n'est pas ça qui est le problème. Ou de ne pas l'aimer. Ce n'est pas ça la question. Mais la question, là, c'est ton pays. Et les gens ont pensé que c'est parce qu'il a fait un appel à la démission du président de Faso. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne vous a dit. Ils n'ont qu'à lire le texte, là. Et la déclaration de CEFOP, c'est une déclaration normale. C'est un de leurs membres. Donc, politiquement, ils ne peuvent pas ne pas se montrer une solidarité vis-à-vis de l'un de leurs membres sanctionnés. Mais ils ont été très intelligents. Ils ont prévu. Ils ont dit là-dedans qu'ils croient à la légalité et à l'exercice de leur mission dans le cadre de la légalité. Donc ça veut dire que c'est déjà un élément important. C'est-à-dire de façon principielle, ils peuvent le faire, mais ils veulent dire qu'on doit travailler dans la légalité. Et si, je voudrais ici en tout cas féliciter le CEFOP pour ça, parce qu'il veut travailler donc, dans la légalité et donc dans un esprit républicain. Voilà, donc tout en soutenant donc leurs membres, ils veulent dire que bon, les membres ne peuvent pas agir dans l'illégalité. Moi, je salue cela. Donc maintenant, vous m'avez dit qu'il aurait été programmé pour une conférence de presse et qu'il n'a pas tenu. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de pression? Moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de pression. Parce que quand même, le CEFOP est suffisamment responsable donc vis-à-vis des lois de ce pays. Et très probablement, c'est un acte de responsabilité à saluer s'il avait été programmé et qu'il n'a plus jamais été programmé. Très probablement, c'est un esprit de responsabilité que nous saluons. L'opposition rejette le report des élections. Vraiment, moi je ne comprends pas ça. On va à un dialogue politique ensemble. Nous disons, de façon consensuelle, nous avons arrêté que le calendrier électoral ne sera pas reporté. On a signé même. On est sorti. Moi, en tant que ministre en charge, donc l'entrée sur les questions électives, je suis en train de me préparer donc, avec les autres ministères concernés pour les élections en 2020. Donc, la CENI, le président et les membres de la commission sont de courir pour les élections en 2020. Personne n'est venu signer un autre document dit qu'on reporte donc les élections en 2020. Mais comment on peut sortir dire qu'on prépare le report des élections en 2020? Comment on peut sortir dire ça? C'est qu'il y a des consultations, mais on n'a qu'à dire c'est quelle consultation. Donc moi je veux que quand on va parler de ces gens, donc quand on va parler ainsi, qu'on puisse apporter des éléments. Moi je pense que nous, au niveau du gouvernement, nous préparons les élections en 2020, conformément au consensus qui a été dégagé donc, lors du dialogue politique et conformément aux instructions qui nous ont été données par le président du Faso et le Premier ministre, qui nous disent donc d'activer tout ce qu'il y a comme travail. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc pour nous, les élections en 2020 tiennent. Je ne sais même pas d'où est-ce qu'on sort l'idée même qu'il n'y a pas d'élection en 2020. Alors 11 décembre, paradoxe, il n'y a pas de paradoxe. On va aller à l'essentiel. Donc, pour ce qui concerne, pour quand même célébrer le centenaire et les choses, mais il y a d'autres aspects qu'on va certainement essayer, donc, les musiciens diraient donc baisser les décibels. Donc, à cette occasion, en mémoire donc, de tout ce qui se... Donc, c'est pour vous dire que... Mais ce n'est pas nous aussi pour faire également, donc, qu'on ait une ville
une ville morte à Tinkodogo, lors de ces festivités-là, il y aura certainement donc quand même une vie à Tinkodogo. Mais donc le président était clair, donc sobre. Bon, tournante, il n'y a pas de problème pour ça, c'est tournante. Mais la question est, non, les activités du 11 décembre, le mot va être un peu choquant pour certaines personnes, mais je suis obligé de le dire. Les activités, les réalisations, ce n'est pas un programme de développement d'une région. Ça, c'est autre chose. Il s'agit donc de délocaliser la festivité du 11 décembre dans le chef-lieu de la région. Maintenant, nous faisons en sorte que le chef-lieu de la ville, donc qui est chef-lieu, puisse être un pôle urbain qui va entraîner le développement des autres villes. C'est pourquoi, depuis un certain temps, nous faisons l'effort de faire des investissements dans les autres villes. Nous en avons fait à Combisri l'an passé, nous en avons fait à Pau, et même dans des villages qui ne sont pas donc des chefs-lieux de province. Bon, maintenant, c'est en évoluant que nous avons pu avoir ce concept-là, parce qu'à Ouiga, il y avait comme 10 km. À Fara, il y avait 10 km de goudron. Maintenant, vous en avez des 40, des 50. Vous voyez? Donc, ça bouge donc, au fur et à mesure que nous acquérons donc, de l'expérience. Donc, nous prenons en compte. À cette année, il y a des investissements qui seront faits à Koupéla. Il y aura du goudron à Koupéla. Il y en aura à Ouarglaï s'il n'y en a pas. Donc, les gens de Ouarglaï sachent qu'il y aura du goudron désormais à Ouarglaï. Ça va être fait. Et puis, il y a également des réalisations qui se font. Il y a par exemple 2 ou 3 CSPS qui vont être faits dans la zone de Koulpélo. Il y a des activités de construction qui sont opérées, dont même votre ministère, donc au niveau de Koupéla. Voilà, c'est donc beaucoup de questions qui sont faites, qui prennent en compte la province. On dit qu'il y a dialogue, il y a entente, mais après, quand il y a les passes d'armes. Non, mon ami, il n'y a pas de passe d'armes. Je pense que faut que les gens comprennent que l'opposition politique joue son rôle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu dialogue politique que vous allez empêcher l'opposition politique de s'opposer. C'est-à-dire que c'est son rôle. Donc, les autres sont chargés d'exécuter un programme, d'arriver donc à des résultats. Les autres sont, donc, pour eux, c'est de dire que si c'était eux, c'était mieux. Voilà, c'est comme ça leur rôle. Bon, les circonscriptions électorales, il y avait des questions sur lesquelles on ne s'est pas entendu. Le consensus s'est dégagé dans le dialogue politique surtout, sauf sur les documents de votation dont vous avez parlé tout de suite là. Les documents de votation, c'est clair, on a dit, c'est la carte nationale d'identité et puis c'est le passeport. Et aujourd'hui, c'est la carte d'électeur. Donc, le seul document qui fait la preuve, c'est la carte nationale d'identité et puis c'est le passeport ordinaire. Voilà, les circonscriptions électorales, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est clair. C'est toujours les mêmes circonscriptions. Le niveau national pour les présidentielles et pour le référendum. Le niveau provincial pour les députés. Et puis le niveau local, ça sera donc au niveau des secteurs et au niveau des villages pour l'élection des conseillers. J'ai répondu pratiquement à toutes les questions. Merci, Monsieur le ministre d'État. Nous allons à présent aborder les questions d'actualité nationale avec le ministre porte-parole du gouvernement. Les journalistes ont la parole. Je suis Ahmed Nanema de la télévision LCA. Je voudrais savoir, après l'attaque du convoi de Semafo, il y a certainement eu des veuves, des orphelins et aussi les victimes de cette attaque-là. Je voudrais savoir quelles sont actuellement les prises en charge de ces personnes victimes. Je suis Basile Sama de Burkina 24. Alors, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est sur les accords. Il se murmure que le président du Faso a refusé de signer les accords de 75 ans avec la France. L'opposition estime que c'est faux. Maintenant, qu'en est-il exactement? Deuxièmement, on voit que la France déconseille le Burkina Faso à ses ressortissants. Les États-Unis rapatrient leurs enfants. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire l'ampleur de la menace qui guette le Burkina Faso? Troisièmement, le média La Lettre du Continent a indiqué dans une de ses parutions que le chef de l'État aurait passé des contrats d'achat d'armes avec un particulier. Je voudrais savoir si cela c'est vrai, si c'est avéré. Si oui, y a-t-il des goulots d'étranglement que les Burkinabés ignorent? Quatrièmement, le président du Faso est l'un des présidents africains qui s'est prononcé officiellement contre le franc CFA. Alors, nombreux sont les Burkinabés qui restent convaincus que cette décision
est lié aux attaques. Alors, que répondez-vous? Cinquièmement, le ministre de la Défense avait indiqué que la France joue un rôle trouble dans la lutte contre le terrorisme. L'artiste malien Salif Keita aussi a dit les mêmes choses. Alors, est-ce que vous allez dire les mêmes propos aussi? Sixièmement, je rejoins mon confrère. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il y a dans les accords militaires entre la France et le Burkina Faso? Et pour terminer, est-ce que la France ou tout autre pays bloque l'acquisition d'armements par le Burkina Faso? Philippe Bationneau du journal Le Quotidien. J'aimerais avoir un commentaire du ministre en charge de la communication sur le sentiment anti-français qu'on observe, notamment au Mali et quelque peu au Burkina Faso. Ces personnes-là qui demandent donc à l'armée française de quitter nos pays. Quel est votre commentaire justement sur la question? Je suis Bruno Baella de la radio WattFM. Ma question est relative au regain de tension entre le Burkina Faso et la France. Hier, mercredi, le ministre français des Affaires étrangères, donc Jean-Yves Le Drian, disait, je cite, « Nous souhaitons plus d'action politique, plus de pression politique aussi au Burkina Faso, où il importe que les autorités puissent rassembler la nation contre les risques. » Alors, ma question ici est, quel est le commentaire que le gouvernement fait sur ces propos du ministre? Jordan Meda de infowakat.net. Moi, je vais m'intéresser plutôt à cette épineuse question de l'article labellisé. Jusqu'à présent, c'est les internautes qui se chamaillent. Mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aboutir à un conflit diplomatique entre les deux pays? Parce que c'est vrai que pour le moment c'est sur la toile, mais est-ce que le ministre peut nous rassurer que jusqu'à présent, les deux ministres en charge du commerce sont en train de travailler pour faire battre la terre pour que les choses soient réglées? Moi je suis Yamego Alain du site d'information toutinfo.com. Alors je vais revenir un peu sur l'actualité cette semaine au Mali, où 13 soldats français de l'opération Barkhane ont été tués. Et je reviendrai un peu sur la réaction du gouvernement, en l'occurrence le président du Faso, qui, en tout cas d'un point de vue des internautes, a rapidement, je vais dire, condamné en tout cas cette attaque bien avant même le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour les internautes, se pose la question, est-ce que ces genres de situations qui se sont passées au Burkina Faso, on n'a pas vu en tout cas une telle réaction assez rapide? Et la question que moi je voudrais poser, est-ce que le gouvernement, en particulier le ministre en charge de la communication, tient en compte aussi les réactions des internautes sur les questions voilà, que la sous-région traverse un peu, la question sécuritaire? Est-ce qu'on tient compte de tout cela et les réactions des uns et des autres? Moi je suis Mohamed Nakanabo du Radio Omega. Alors, monsieur le ministre, moi j'aimerais savoir à quand doit-on s'attendre à une conférence de presse avec le ministre de la Défense? Donc, je voudrais vous remercier pour votre présence et votre participation. Et donc, je vais essayer de répondre aux questions. La question de la carte produite par les ambassades, c'est une question à laquelle je pense que je me disais exprimé. Et je vais revenir en disant, comme l'a dit le ministre d'État, M. Siméon Sawadogo, vous avez des pays qui parlent à leurs ressortissants. Donc, ils ont l'obligation, le devoir de dire à leurs ressortissants ce qu'ils estiment être normal. Vous avez le Burkina qui est dans une situation où, effectivement, nous avons des zones où il y a des conflits, où il y a des attaques, des zones sur lesquelles nous avons des actions pour établir la sécurité nationale. Une fois que j'ai dit ça, je continue à dire que nous avons le Burkina comme seul espace et que nous avons à travailler pour qu'effectivement la quiétude et la sécurité reviennent partout. Je ne peux pas dire plus que ça. On ne peut pas empêcher des acteurs de parler à leur population. Et comme j'ai eu à dire hier, si eux, ils peuvent demander à leurs enfants de partir, nous, on ne peut pas demander à nos enfants de partir, on ne peut pas aller ailleurs, on est là. Donc tout l'intérêt que nous avons, c'est de suivre l'engagement pris par le président du Faso dans son appel à l'unité pour qu'effectivement,
comme il a demandé, les forces de défense et de sécurité ne fassent plus de quartiers, qu'ils se battent au mieux de leur capacité afin de ramener la sécurité dans ces régions. Il a également appelé à ce que nous ayons une unité nationale autour de cette question et il a également demandé à ce que nous ayons des volontaires qui puissent permettre d'accompagner l'action de nos FTF dans ces cadres-là. Tout ce que je peux dire sur cette question. Monsieur Ahmed Naneman, les attaques de Semafo sur le bus, effectivement, il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge psychomédicale dès le départ, une prise en charge médicale, un accompagnement des familles pour les inhumations de leurs proches qu'ils ont perdus. Et il y a tout le processus obligatoire, puisque ce sont des employés, ce sont des personnes qui ont été victimes d'une mort brusque et violente dans le cadre de leur travail. Il y a tout ce qui peut être mis en œuvre à ce niveau-là. Il faut faire la part des choses. En ce qui concerne l'État, nous avons adopté 2 décrets qui prennent en charge donc les militaires, les paramilitaires en opération et qui prennent en charge également les autres fonctionnaires de l'État lorsqu'ils sont victimes de ces situations-là. Et l'État met en œuvre sa part de responsabilité. Elle a mis en œuvre, en ce qui concerne ces attaques-là, le reste de la démarche est à prendre, à mettre en œuvre par les responsables de ces entreprises-là pour qui ces personnes travaillaient. Mais je rappelle que la prise en charge médicale, le transfert des malades ici, la prise en charge psychosociale des familles, le soutien dans les premiers instants, les questions de traitement, etc., tout cela a été pris en charge par l'État. L'entreprise a accompagné pour ce qui est des inhumations et elle a l'obligation de le faire pour la suite, comme toute personne qui aurait été victime dans le cadre de son travail d'un accident. Mais le cas espèce est un accident extrêmement grave puisque ça aboutit à des pertes en vies humaines. Basile Sama, de Burkina 24, les accords de coopération militaire. Moi, je pense que notre métier de journaliste est d'informer et pas de relayer ce qui est dit de façon compulsive sur les réseaux sociaux. Il y a des accords militaires qui ont été signés en 2015. Ils ont été renouvelés en 2018 dans des termes totalement différents. Il y a eu des discussions qui ont abouti à cette signature que le président du Faso a lui-même fait à Paris à l'époque. Comme j'ai dit, ils vont arriver en terme. Et selon les circonstances, il y aura certainement des négociations ou des changements des contenus. Il n'y a pas d'accord secret. Nous sommes un pays de démocratie. Donc les accords, vous faites votre travail de journaliste, vous les aurez. Il n'y a pas d'accord secret. Voilà. Je pense que sur ces questions-là, il ne faut pas se voiler la face. Mais ça existe et le gouvernement, comme je dis, vous savez, on peut dire que notre armée se bat. Mais on ne peut pas nier que par moment, elle a besoin de cette puissance de feu nécessaire. Et je l'ai répété ici, au moins 2 fois, la force Barkhane a été d'une utilité manifeste pour nous aider à sortir de situations compliquées. Donc, pourquoi nier cette réalité? C'est un fait, parce que nous avons des accords. Voilà. L'ampleur de la menace qui nous guette. Je dis, tout le monde a conscience que l'acte terroriste, il est dans une logique asymétrique. On ne l'attend pas forcément là où on croit. D'où justement les appels du ministre de la Sécurité à ce que nous ayons les bons réflexes. D'où justement l'appel à la collaboration des populations pour pouvoir tenir l'information nécessaire et donner les éléments suspects. Mais il faut que nous appelions à travailler dans une situation qui est celle d'un pays qui fait face à des attaques terroristes. Donc, pour autant, comme a dit le ministre d'État, aujourd'hui il y a des Burkinabés qui sont partis à Djibo, d'autres sont partis à l'Est, d'autres sont partis dans la boucle du Moun, les Burkinabés continuent de vivre parce qu'ils ont ce pays-là. Voilà. Si nous avons décidé d'être les relais d'une crainte, c'est le travail que nous avons décidé de faire, c'est notre choix. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut minimiser la réalité. Parce que j'entends les gens dire, oui, le gouvernement, ils font... Non. Il y a des actes qui sont faits, il y a des gens qui meurent, personne ne nie ça. Il y a des situations difficiles. Nous avons plus de 400 000 personnes réfugiées internes à l'intérieur de notre pays. C'est des réalités sur lesquelles les acteurs doivent se battre et apporter des réponses. Je sais que Mme Ilboudo Marshall, je sais que M. Ouseni Compaoré, je sais que le ministre d'État ici présent sont quasiment 24 heures sur 24 à trouver des solutions à ces questions-là. Mais quand j'ai dit ça, je dis c'est mon pays. S'ils veulent le peindre en violet, en rouge, en noir, c'est leur problème. Moi, j'attends que nous apportons une solution aux problématiques sur lesquelles les populations nous attendent.
c'est la sécurité, c'est le bien-être, c'est le rétablissement de notre vivre ensemble dans des conditions de telle sorte que nous puissions participer tout un chacun au développement de ce pays-là. La lettre du continent. Vous savez, la lettre du continent, des fois ils disent telle personne est une super personne à côté du président du Faso, et ils vendent leur papier. Ils vendent leur papier. Notre pays est régi par des règles. Il y a des textes qui existent. Même dans le domaine de la défense, les passations des marchés sont soumises à un minimum de contrôle. Nous avons pris un décret en 2018 pour alléger ça, parce qu'il y a des choses simples. Vous savez, dans le principe où nous étions arrivés, même la surveillance de la présidente du Faso pouvait être donnée à tout et à n'importe qui. Ce n'est pas normal. Donc nous avons pris un décret pour réguler ces situations-là. Mais même en prenant ce décret-là, nous avons mis des situations où il peut y avoir un contrôle à l'intérieur. Et ces décrets-là, mesdames et messieurs, ils sont disponibles. Si vous allez au secrétariat général du gouvernement, dans le journal officiel, les décrets sont publiés. Vous allez voir qu'est-ce qui est dit par rapport à ça. Voilà. Pour ne pas dire, il y a des choses qui sont faites, allez regarder. C'est le budget de l'État. Nous avons fait accepter par l'Assemblée nationale un plan de financement de l'effort de notre armée. Et c'est par rapport à cet effort-là que l'argent est sorti par les contribuables que vous êtes, que je suis, que les Burkinabés sont. Le chef d'État a refusé le CFA. La question du CFA est une question qui est posée à l'ensemble des pays. Nous avons une communauté qui est la CEDEAO qui a décidé d'aller vers une monnaie commune. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des aspects qui sont des aspects purement financiers, il y a des aspects qui sont des aspects également politiques et de souveraineté. Donc les États y travaillent. Mais le président du Faso a dit qu'il voulait effectivement que nous allions vers cette monnaie-là. Je ne vois pas pourquoi on va être attaqué ou on va, par rapport à ça. Les faits, c'est que nous avons un processus de création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Nous avons une réflexion sur les mutations que le CFA doit connaître pour nous amener vers cette monnaie-là. Et tous les États, tous, UEMOA comme CEDEAO, sont d'accord pour ce processus-là. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Les propos du ministre de la Défense. Le jour où il viendra, vous allez lui demander ses propos. Moi, je ne commande pas les propos des acteurs. Il y a des faits qui sont là, sur lesquels je m'exprime. Il y a un discours gouvernemental que je porte. C'est très important sur ces aspects-là. Les accords militaires sur le contenu, j'ai bloqué les... Non. Vous savez que l'acquisition des armes répond à un mécanisme qui est régi par des règles. Toute arme qui est payée par un pays est identifiée comme étant arme payée par ce pays-là. Pour la petite histoire, vous savez que l'un des problèmes que le président Compaoré a eu, c'est justement que des armes qui avaient été censées être achetées sur le Burkina se sont retrouvées dans des cadres de conflits de la sous-région. Donc on ne peut pas dire on paye des armes selon des règles. Et le Burkina souscrit à ces règles-là. Donc il n'y a pas d'armes bloquées. Nous avons des acquisitions qui sont faites et vous devez remarquer que même si ce n'est pas l'idéal aujourd'hui, nos FDS sont en train de monter en termes de puissance, en termes de capacité, même s'il y a des efforts qui doivent être maintenus à ce niveau. Le sentiment anti-français, a dit Philippe Battiono. Non, les Burkinabés s'expriment. Moi, je ne connais pas pour le Mali. On est dans un pays de liberté d'expression. Il n'y a pas que le sentiment anti-français que les gens disent. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, il faut que le président démissionne. Ils trouvent que le ministre a mal parlé, il n'a pas bien fait, il faut qu'il démissionne. Les Burkinabés s'expriment. Donc si des gens à un moment donné estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils l'expriment. Après, il y a un gouvernement qui est là, il y a un chef d'État qui a eu mandat pour 5 ans d'avoir la destinée de ce pays-là, il y a un Parlement qui est là pour contrôler l'action de ce gouvernement-là. S'il y a des éléments, ils vont les mettre en œuvre. Mais je crois que le sentiment, c'est vous et moi, notre ressenti à un moment donné. Monsieur Bayala, regain de tension. Il n'y a pas de regain de tension. Il y a une expression de situation qui... Je dis, la diplomatie française dit à leurs ressortissants, attention, le Burkina est une zone rouge. Mais ça va changer. Il y a des pays qui sont sous zone rouge depuis 4-5 ans, ils continuent à travailler avec la France. Est-ce que ça, c'est un problème? Il n'y a pas de regain de tension. Il y a le ressenti que vous avez peut-être, parce que vous estimez que ce n'est pas normal, etc. Mais je dis, ils sont dans leur droit de le faire. Nous travaillons ensemble. La collaboration, elle existe. Pendant que nous parlons de regain de tension, il y a eu une action concertée de nos forces de défense et de sécurité avec les forces françaises, en partie sur notre territoire. Donc, où est le regain de tension? Je ne vois pas. Je pense qu'il y a nécessité, d'ailleurs, d'améliorer les éléments. Et ça... Vous l'avez pris le ministre Le Brillant, moi je ne le commande pas. Je dis simplement, les propos du chef de l'État
dans son adresse à l'Assemblée des Burkinabés lors de l'attaque de Bungu, dit qu'il faut que nous fassions corps ensemble. Si vous avez écouté le propos du chef de l'État, si vous l'avez lu, je pense que vous n'aurez pas fait référence à ce que le brillant dit. Parce que sur ces questions-là, le chef de l'État l'a annoncé bien avant qu'il a nécessité que nous soyons un face à cette adversité-là, au-delà de nos petites oppositions qu'on peut avoir. Jordan Meda, la question de la tchéké. Bon, moi j'adore la tchéké et le poisson, mais bon, je n'en fais pas un problème. Je pense qu'il ne faut pas qu'on monte en épingle quelque chose. S'il y a des conflits qui se règlent, il y a l'OAPI qui existe. S'il y a des problèmes, ça va être réglé, les uns et les autres. Et puis c'est une question qui engage une entreprise privée. Voilà. Si elle sent qu'il y a une partie ivoirienne qui veut la léser, elle ira devant les juridictions. Quel qu'il en soit, on ne va pas arriver là-bas parce que je pense que, au-delà de l'émotion que ça peut choquer, les hommes de gestion de nos pays sont suffisamment sobres et suffisamment responsables pour ne pas monter en épingle quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Donc, bon vent à Faso, à Tchéké, et puis bon appétit à ceux qui en mangent. Monsieur Yamego Alain, toute info. Ben, je pense que je l'ai exprimé hier. Il faut présenter effectivement nos condoléances aux familles de ces 13 soldats-là, et présenter également nos condoléances à la nation française. Ce sont des hommes qui sont venus mourir sur un territoire, sur les principes de démocratie, de liberté, et il faut saluer cet acte-là. Après, le point de vue des internautes, c'est le point de vue des internautes. Vous faites une affirmation qui pour moi est grave, parce que le chef de l'État burkinabé s'est toujours prononcé sur ce qui s'est passé au Burkina. Ne rentrons pas dans une guerre d'intox avec des informations qui ne sont pas justifiées. Qui l'a fait avant le président malien? Moi, je ne connais pas le timing. Mais je sais simplement que ces militaires français-là, ils sont dans des forces qui interviennent également au Burkina. Donc, je pense que le minimum, justement, c'est de saluer leur mémoire et de présenter nos condoléances aux familles et au peuple français. Bon, Mohamed Nakanabo, la conférence de presse avec le ministre de la Défense, il viendra. Il viendra. J'ai dit simplement que souvent pour eux, c'est difficile d'être disponible parce que ce matin, par exemple, je lui parle, il dit, bon, écoute, tu sais, moi, je vais sur le terrain voir mes gars. Il y a dans cette communication qu'on va avoir un autre impératif, c'est que nous avons en même temps besoin que ces chefs-là, y compris le chef d'état-major, les chefs de corps, le ministre, etc., soient proches des hommes. C'est vous qui êtes les premiers à dire ils ne sont pas là-bas. Donc, ils sont continuellement dans ce mouvement-là, mais en temps opportun, il viendra. Et j'espère que quand il viendra, il parlera de tout, mais également il apportera de bonnes nouvelles à l'ensemble des Burkinabés. Nous sommes au terme de la conférence de presse du gouvernement d'aujourd'hui. Deux ministres étaient face aux journalistes. M. Siméon Savadoro, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, et M. Rémi Fulgence Dandinou, ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Les échanges ont porté sur la commémoration du 11 décembre 2019 à Tinkodogo, sur le dialogue politique au Burkina et sur l'actualité nationale. Merci, chers consoeurs et confrères, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un autre exercice de redevabilité avec d'autres membres du gouvernement. À très bientôt.